On va s'intéresser aujourd'hui à l'esprit de Dennis Rader, le tristement célèbre tueur BTK. Et pour ça, on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va utiliser ses propres mots, ceux de sa confession au tribunal, pour essayer de décrypter la psychologie glaçante qui se cachait derrière ces crimes. Tout part de là, de cette phrase sortie de sa propre bouche. Le mot-clé ici, c'est « fantasme ». Retenez-le bien, parce que c'est ce mot qui est la clé de voûte de tout. C'est ce qui permet de comprendre non seulement pourquoi il a tué, mais aussi l'image qu'il avait de lui-même. 10, c'est le nombre de meurtres qu'il a avoués. 10 vies. Mais ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est la durée sur laquelle ces crimes se sont étalés. 17 ans. 17 ans, entre 1974 et 1991. Ça nous dit quelque chose sur sa compulsion, une obsession qui a duré des décennies, avec parfois de très longues pauses entre les meurtres. Alors justement, ce fameux fantasme dont il parle, qu'est-ce que c'était? Eh bien, Rader a été très clair là-dessus. Sa motivation première, le moteur de tout, c'était un fantasme sexuel, un fantasme violent. Et pour donner vie à ce fantasme, Rader s'est carrément inventé un langage. Il ne parlait jamais de victime, non, il parlait de projet ou de cible. C'est un mécanisme psychologique absolument terrifiant. En transformant des êtres humains en simples tâches à cocher sur une liste, il pouvait se déconnecter complètement de l'horreur de ce qu'il faisait. Écoutez bien la froideur de cette phrase. Elle montre à quel point ses projets étaient interchangeables. Si une occasion ne se présentait pas de problème, il passait au suivant, sans le moindre état d'âme. Ses victimes n'étaient pas des personnes, c'étaient juste des objets pour nourrir son fantasme. Ok, on a le pourquoi. Maintenant, le comment. Comment est-ce qu'il passait à l'acte ? Loin d'être un tueur impulsif, Rader avait mis au point une méthode, un véritable processus qu'il suivait méticuleusement avant chaque attaque. Sa méthode, elle commençait bien avant l'agression. Il décrivait 2 phases. D'abord, le maraudage. Il sillonnait des quartiers comme ça au hasard, à la recherche d'une cible. Et puis, la traque. Là, il se fixait sur une personne et il étudiait ses habitudes, son quotidien. Pour lui, cette préparation, c'était crucial pour nourrir le fantasme et se mettre en confiance. Et voilà les étapes. Noir sur blanc. C'est aussi froid et méthodique qu'une checklist. Du repérage jusqu'à l'acte final, en passant par la ruse pour s'introduire chez la victime, chaque étape était pensée, planifiée. Il a transformé le meurtre en une sorte de procédure à exécuter pour accomplir son projet. Et pour l'étape 3, la ruse, il se servait de quelque chose de très humain, la confiance. En se faisant passer pour un réparateur, un détective, il exploitait la tendance naturelle des gens à vouloir aider ou à faire confiance à une figure d'autorité pour pouvoir entrer chez eux. C'est diabolique. La préméditation était totale. Il avait même ce qu'il appelait son sac, un kit de frappe, préparé à l'avance avec tout le matériel dont il avait besoin. C'est un peu comme la trousse à outils d'un artisan, sauf que son travail à lui, c'était le meurtre. Mais c'est là que toute l'histoire se fissure, parce qu'il y a un fossé, un gouffre même, entre le plan méticuleux de Rader et la réalité de ses crimes, qui étaient souvent chaotiques, violentes. C'est ce qu'on peut appeler l'illusion du contrôle. Dans sa tête, dans son fantasme, il était ce prédateur parfait. Un maître du jeu qui contrôlait absolument chaque détail, jusqu'au nettoyage de la scène de crime. C'est l'image qu'il voulait projeter, l'image qu'il avait de lui-même. Sauf que la réalité, eh bien, elle est beaucoup moins glorieuse. Et c'est lui-même qui le dit quand il parle de ses tout premiers meurtres. Écoutez bien ça. Paniquer. C'est ça, le grand paradoxe de Rader. D'un côté, le plan, froid, calculé, et de l'autre, le chaos. Dès qu'une victime résistait, dès qu'un imprévu arrivait, son scénario parfait volait en éclats. Et là, il ne restait plus que la panique et la violence brute. Et cette phrase, c'est peut-être la meilleure illustration de cet échec. Le grand prédateur méticuleux qui voit sa victime s'enfuir en courant dans la rue. Et sa réaction, ce n'est pas celle d'un génie du crime, c'est juste celle d'un type qui panique et qui se dit « Ah ouais, j'ai des ennuis ». Bon, alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce que ça nous dit sur sa psychologie? Quel portrait ça dessine? Au final, on voit se dessiner le portrait d'un tueur complètement dévoré par son fantasme, mais qui, une fois confronté à la réalité, était très souvent dépassé, paniqué. Un homme qui se rêvait en prédateur parfait, mais qui n'était finalement maître de pas grand-chose. Au final, cette analyse de ses propres mots laisse une question en suspens, une question assez vertigineuse. Quel est ce gouffre qui peut exister entre le monde intérieur d'un tueur, son fantasme, et la réalité sordide de ses actes? C'est ça qui est vraiment dérangeant.